Donc je suis particulièrement heureuse d'ouvrir cette journée d'études, particulièrement heureuse parce que cette journée d'études est la première des journées d'études que nous ouvrons entre Archives nationales et Musée du Louvre, première consacrée par un partenariat que nous avons souhaité et qui s'incarne dans une convention que nous avons signée en 2015. Journée d'études consacrée donc à l'histoire des musées à la source et plus particulièrement au Louvre et à ses archives, avec deux questionnements qui vont articuler cette journée. Quelle est d'une part la place d'un centre de recherche qui est nouvellement créé, vivant de nom, donc un centre de recherche dans un musée, et dans ce cadre, le rôle des sources, qu'il s'agisse des archives ou qu'il s'agisse d'une bibliothèque, avec un point de vue de la part de nos collègues étrangers que je remercie d'autant plus de nous avoir rejoints aujourd'hui, qu'ils sont notamment passés par la Belgique, et donc tout le monde comprend que ce n'était pas si évident que ça, qu'on puisse profiter de leur présence, et j'en suis particulièrement heureuse. Donc, premier questionnement, quelle est la place d'un centre de recherche ? Et par ailleurs, s'interroger sur les sources qui concernent le musée du Louvre. Alors, le Louvre, le musée père de tous les musées français, est né de la Révolution française, et c'est une similitude avec justement les Archives nationales qui, elles aussi, sont nées à la Révolution française en 1790. Elles sont nées de par la volonté, en fait, des constituants que de vouloir conserver et mettre en valeur l'œuvre qu'ils étaient en train de constituer, et avec un principe très rapidement d'accès à tous les citoyens de ces archives, qui contrastait avec le principe d'avant, qui était le principe du secret des archives. Donc archives ouvertes à tous, avec un principe d'accès et un principe de gratuité fort moderne. Les documents étant alors vus davantage comme des sources premières de droit que comme des matériaux historiques qu'elles vont devenir peu à peu au fur et à mesure que se constitue la science historique au XIXe siècle. Pour le Louvre, s'agissant de ses archives, le Louvre a longtemps joué, si je puis dire, cavalier seul, en créant très tôt, au XIXe siècle, un remarquable service des archives, donc des musées nationaux, chargés, et ça c'était sa particularité, dans les locaux du Louvre, de conserver aussi bien les archives de la tutelle, c'est-à-dire de la direction des musées depuis sa création, que les archives des différents départements du Louvre. Ce qui donne évidemment des collections et des archives d'une richesse très importante, puisque s'agissant des archives de la direction des musées, on y trouve aussi bien les procès-verbaux des instances collégiales qui régissent la vie de ces musées nationaux, que bien évidemment les inventaires des collections depuis l'origine, donc depuis 1795, des dossiers de personnel, ou bien encore les fonds très emblématiques des musées nationaux pendant la Seconde Guerre mondiale, et notamment des spoliations des collections privées. Et en plus de ça, se rajoutent les archives de chacun des départements du musée du Louvre, avec tout ce qu'on imagine de potentiel, administration générale bien sûr, mais surtout enrichissement des collections, mission de fouille, inventaire, mouvement d'œuvres, sorties exceptionnelles, restauration, copistes, dossiers d'artistes, etc. Donc en fait, un service des archives des musées nationaux extrêmement riche. Et cette espèce de concentration d'archives à la fois de la tutelle et du Louvre, ça peut être aussi vu comme une similitude avec les archives nationales, puisque finalement, au moins du point de vue de la production, jusqu'en 2007, la direction des archives de France et les archives nationales ont été confondues en quelque sorte l'une avec l'autre. Alors, il se trouve que le ministère de la Culture a choisi, il y a maintenant 3 ans, de transférer ces archives des musées nationaux aux archives nationales, sur justement ce très beau nouveau site de Pierrefitte qui était à la mesure, en fait, de la qualité de ces archives-là, et surtout pour permettre à ces archives de retrouver, en fait, d'autres sources déjà conservées ici et qui permettent de mettre en lumière et de confronter, de faire miroiter les faux les uns avec les autres. Donc ça a été un travail de grande ampleur que ce transfert, travail de grande ampleur, mais en soulignant la très grande qualité des inventaires déjà existants
constituée tout au long des années par ce service des archives qui, évidemment, nous a très grandement facilité la chose, même si l'insertion dans un système d'information, celui des archives nationales, n'est jamais très simple. Et à cet égard, donc, je voudrais à la fois remercier les agents du service des archives des musées nationaux et évidemment également très chaleureusement la mission des archives de la culture et évidemment notre équipe ici qui a travaillé à tenter de remédier au traumatisme qui a pu, pour les chercheurs, en fait, de devoir quitter leur service de proximité et en essayant de mettre en valeur le plus vite possible et en communication avec une interruption très rapide. Les archives ainsi arrivées, puisque maintenant, depuis 2016, elles sont visibles par un instrument de recherche publié sur notre salle des inventaires virtuels, de la même façon qu'une fiche de conseil à la recherche qui permet de clairement comprendre le lien entre, par exemple, les anciennes cotations et les actuelles, permet d'orienter les lecteurs, je pense, assez facilement, et qu'on a pu également s'atteler très rapidement à intégrer les images qui avaient été constituées, et notamment les registres des salons, qu'on a pu donc mettre en ligne très récemment. Ce que je voulais dire, c'est que donc, arriver aux archives nationales, ça permet de confronter ces très belles archives avec d'autres types de fonds d'archives que nous conservons par ailleurs. Les archives de l'administration des Beaux-Arts, bien sûr, des maisons des souverains de Louis XVIII à Napoléon III, évidemment des bâtiments civils et palais nationaux, et notamment de l'agence d'architecture du Louvre et des Tuileries, et de tous les opérateurs qui ensuite se sont succédés à la suite de la suppression des bâtiments civils et palais nationaux. Évidemment, les fonds des cabinets du ministre de la Culture, avec notamment la période des grands travaux, autour de personnalités comme Christian Dupavillon, Émile Biazani ou Michel Collardel, qui fait également miroir avec par ailleurs les fonds présidentiels qu'on conserve ici, et notamment s'agissant du projet Grand Louvre, évidemment pas mal de choses qu'on retrouve dans les fonds d'archives de François Mitterrand. Voilà, donc en fait une confrontation qui fait que on peut se dire que le rapprochement de toutes ces sources, et puis par ailleurs la création par le Louvre de ce nouveau centre de recherche, et sur lequel je vous laisserai évidemment revenir, va faciliter très grandement l'émergence en fait de nouveaux axes de recherche et créer une grande synergie. Parce que des perspectives, évidemment, on en a. Donc, actuellement, par exemple, les Archives nationales accompagnent avec l'école du Louvre le groupe de recherche Histoire du Louvre, en accueillant notamment des étudiants ici pour leur faire découvrir les fonds d'archives, mais également accueillir des séminaires dans ce cadre-là. Des perspectives, c'est construire un panorama des sources complet et qui permettent en fait de mettre complètement en valeur les archives du Louvre. C'est évidemment poursuivre la numérisation, et en notamment s'agissant de l'agence en fait d'architecture du Louvre et des Tuileries. On dispose d'une part de quelques 450 portefeuilles de dessins et de plans, et d'autre part de 5000 photographies d'une très grande qualité, dont on est en train de travailler à la restauration, voire ensuite un projet à partir de 2017 de numérisation. Et autour de ces plans, on peut imaginer des travaux particulièrement féconds, comme ceux qu'on peut mener sur le château de Versailles aujourd'hui dans le cadre du projet Verspera, ou bien également d'autres projets, notamment par exemple sur le musée et château de Saint-Germain-en-Laye. Et puis autre perspective, évidemment, des tas d'autres journées d'études et colloques qui vont suivre celui-ci. Je terminerai en remerciant tout particulièrement pour le Louvre, évidemment, Françoise Mardrus et Marie-Claire Le Bourdelès. Et s'agissant en fait des archives nationales, notamment le département éducation, culture, affaires sociales, sa responsable de département Catherine Méraud, mais également Marine Zelvert, Pascal Rivial, et pour la mission des partenariats scientifiques et des relations internationales, notamment Rosine Lheureux. Et maintenant, je cède tout de suite la parole à Anne-Solène Roland. Françoise Atoudy, donc je vais être très brève. Avant tout, je voudrais tous vous remercier d'être là, les participants qui sont nombreux et nous en réjouissons. Tous les intervenants qui ont accepté rapidement de nous rejoindre, d'animer une table ronde ou d'y participer. Je remercie en effet particulièrement
Saskia Streltiens et Bill Sherman de leur présence. C'était pas forcément très simple dans les jours actuels de prendre un train pour venir à Paris, en particulier venant d'Amsterdam. Merci beaucoup d'être venu quand même. C'est important pour nous aussi d'avoir le retour d'expérience de deux grands musées européens dans ce contexte de réflexion sur les sources dans les musées. Peut-être juste en 2 mots, Françoise a rappelé le contexte particulier dans lequel nous avons souhaité conjointement organiser cette première journée d'études communes, en effet, entre le Louvre et les Archives nationales. Contexte administratif, institutionnel en quelque sorte, qui est que Jean-Luc Martinez et Françoise Bandaberger ont souhaité institutionnaliser pour la première fois un partenariat entre le Louvre et les Archives nationales, donc par cette Convention 4 qui a été signée en 2015, ce qui était à la fois tardif et en même temps naturel, puisque l'histoire de nos 2 institutions sont est très parallèles et sont très liées, et c'était important pour nous d'inscrire ça dans des perspectives aujourd'hui de développement qui s'inscrivent aussi pour les Archives nationales, comme vous l'avez souligné, dans le développement aujourd'hui de ce nouveau site de Pierrefitte que je pense certains d'entre vous découvrent pour la première fois. C'était aussi important symboliquement pour nous, pour le Louvre, que cette journée d'études ait lieu ici aux Archives nationales à Pierrefitte, justement d'une part pour permettre aussi à certains d'entre nous de venir sur ce site, et puis pour marquer aussi symboliquement effectivement cette étape particulière du versement des archives des musées nationaux aux Archives nationales qui s'est effectué de main de maître, donc sous la conduite de la mission des archives que je salue et que je remercie de sa participation et de toute l'équipe des archives des musées nationaux et des archives nationales. C'était une étape, c'est une étape qui historiquement est importante pour le Louvre, ce versement des archives, ce départ des archives historiques dont Françoise a rappelé l'histoire au Palais du Louvre. Et nous avons donc souhaité, effectivement, symboliquement, entamer cette collaboration par un travail, par une réflexion large, commune, avec non seulement les Archives nationales, mais également l'ensemble des partenaires concernés par ces questions des sources, en particulier la Bibliothèque nationale de France. Merci Isabelle d'être là. Nous avons souhaité, symboliquement, marquer cette nouvelle page de l'histoire des archives des sources du Louvre qui s'ouvre ici, en particulier à Pierrefitte, en réfléchissant à cette problématique de l'histoire du Louvre, ses sources et l'ensemble des perspectives que cela ouvre. Au sein du musée du Louvre, cette problématique évidemment de l'histoire du Louvre et de la réflexion sur les sources n'est pas neuve, ni dans les services donc, des archives des musées nationaux et de la bibliothèque centrale des musées nationaux qui étaient hébergés au Palais du Louvre, ni bien évidemment dans les services du Louvre. Les départements sont représentés ici nombreux, départements scientifiques du musée du Louvre. Les départements du Louvre, en effet, conservent aussi des archives. C'est un travail sur les sources qui est quotidien et qui a de grandes perspectives. Nous avons également la chance d'avoir récemment recruté au musée du Louvre une archiviste, Vanessa Solosi, qui se présentera tout à l'heure, qui a également entamé cette réflexion sur les sources actuelles, les sources contemporaines, la question des archives en musée qui est aussi une réflexion particulièrement active aujourd'hui au sein du ministère de la Culture. Et enfin, cette réflexion et ce début de perspective aujourd'hui sur les sources de l'histoire du Louvre s'inscrit dans une actualité particulière au sein du musée du Louvre qui est effectivement une perspective d'ouverture prochaine du centre Dominique Vivant-Denon qui va porter un certain nombre de projets sur le Louvre. Elle s'inscrit aussi dans un nouveau développement au sein du musée du Louvre du service de l'histoire du Louvre. Là aussi, service de l'histoire du Louvre dirigé par Négine Mathieu, ici présente, qui reprend le flambeau de réflexions anciennes menées en particulier par Geneviève Bresque et Guillaume Fontenelle, qui sera également là cet après-midi. Tout ça s'inscrivant donc dans une continuité de sur le travail, sur nos sources, sur l'histoire du Louvre. Et donc, avec, en 2016,
à la fois l'ouverture du Centre Vivant Denon dans les espaces qui est en train de quitter ces jours-ci la Bibliothèque centrale des musées nationaux à la Porte des Arts du Louvre, et en juillet 2016 également l'ouverture, donc sous le pilotage du service de l'histoire du Louvre, d'un pavillon de l'horloge au sein du pavillon Sully, qui va représenter, reformuler complètement les salles consacrées à l'histoire du Louvre. Et ce sera aussi une façon pour le Louvre de montrer aux visiteurs de nouveau et sous un angle renouvelé son histoire et aussi ses perspectives. Il y a donc au sein du Louvre, dans les départements, avec de nombreux projets portant sur l'histoire des collections et sur l'histoire du Louvre, et avec le Centre Vivant Denon et le pavillon de l'horloge, une actualité très forte aujourd'hui sur l'utilisation des sources, le retour aux sources pour en créer des projets de recherche, pour les montrer au public aussi, bien évidemment, puisque c'est la mission première de notre établissement. Et de ce point de vue-là, c'est évidemment extrêmement important de pouvoir aujourd'hui entamer une réflexion, ouvrir des perspectives avec les archives nationales, sans lesquelles, évidemment, le travail sur ces sources ne serait pas du tout aussi important et ne serait pas aussi possible, et de voir effectivement dans les années à venir où nous mène ensemble avec les archives nationales et l'ensemble des autres partenaires concernés les recherches sur nos sources, sur les sources liées à l'histoire du Louvre, et comment continuer à transmettre l'histoire du Louvre qui est si riche qu'effectivement elle permet de très nombreuses perspectives. Je vous remercie beaucoup donc de votre présence, et je me réjouis de la qualité des échanges que nous aurons aujourd'hui, et je cède la parole à notre premier président de séance, Mathieu Davignat, directeur scientifique du Centre de recherche du Château de Versailles, qui a eu la gentillesse d'accepter d'animer la première table ronde. Merci beaucoup.